Bonjour, ici Jean-Luc Brassard et bienvenue à un autre épisode de Comment c'est fait. Êtes-vous du genre curieux? Eh bien, si c'est le cas, notre émission va vous combler, puisque vous serez aux premières loges pour découvrir toutes les étapes de la fabrication des objets de tous les jours. Aujourd'hui, à Comment c'est fait, les chargeuses frontales, sans détour. L'huile végétale, en coulant de source. Les outils manuels, en un tour de vis. Et les cotons-tiges, en y prêtant l'oreille. Elles ressemblent à des jouets géants, mais elles sont capables d'en prendre. Les chargeuses frontales sont des engins motorisés munis d'une énorme pelle. Que ce soit pour déplacer des montagnes d'ordures, de terre ou de neige, il n'y a rien à leur épreuve. Quand il s'agit de gros travaux, elles s'en chargent. On commence par assembler la centaine de pièces d'acier qui composent le châssis avant. Ces composantes sont si lourdes qu'il faut employer des aimants industriels pour les déplacer. Observez ces pièces percées de trous, car nous y reviendrons plus tard. On prend des mesures et on marque précisément où l'on soudera les pièces du châssis avant. Incroyable mais vrai, la précision est essentielle quand il s'agit de construire un mastodonte de 20 tonnes. Tout le soudage préliminaire est fait à la main. On fixe les pièces ensemble à l'aide du fil de soudure. Puis, on répète l'opération pour la centaine de pièces d'acier qui vont former les 3 autres sections de la chargeuse. Le châssis arrière, la cabine de conduite et le bras de charge. Une fois la partie manuelle terminée, les robots s'attaquent au soudage principal. Ils soudent environ 90% des composantes d'une chargeuse frontale. Maintenant que le châssis avant est solidement fixé, il doit subir l'étape d'usinage finale. Vous vous souvenez de ces pièces trouées? Ce sont elles qui permettent d'articuler le bras de charge. Un capteur électronique mesure ces trous et fait des calculs afin de les tailler précisément selon la conception technique. Ensuite, l'ordinateur guide l'outil d'usinage pour qu'il perce les trous selon les spécifications. D'abord, la coupe préliminaire, puis, après un peu de lubrification à l'huile, la coupe finale. Lorsque cette opération est complétée, le châssis avant va rejoindre les autres sections à l'atelier de peinture. Après la peinture, c'est l'assemblage final. On installe 2 essieux, un sous le châssis avant et un sous le châssis arrière. L'étape suivante consiste à visser les châssis aux essieux avec des boulons industriels. On monte alors le moteur diesel et la transmission sur le châssis arrière. Après avoir assemblé la cabine, on l'installe sur le châssis arrière et on branche le câblage des contrôles. Enfin, voici le bras de charge. Vous vous rappelez les pièces du châssis avant percées de trous? On les aligne avec les trous sur le bras de charge. Puis, on y insère des chevilles d'acier géantes. Cela crée un mécanisme de pivot qui permet aux bras de monter et de descendre. Les pièces mobiles doivent s'imbriquer parfaitement, sans être trop serrées,
pour ne pas restreindre le mouvement. C'est pourquoi le soudage et l'usinage doivent être aussi précis. On teste le système hydraulique du bras de charge. Et on ajoute les pneus, qui font près de 2 mètres de haut. Au moyen d'une boulonneuse spécialement calibrée, on visse les pneus à la jante à l'aide de 32 boulons. Enfin, la chargeuse frontale est assemblée. Et pour terminer le tout, le bras de charge peut être équipé d'une fourche, d'un balai ou d'une pelle. Sans elle, il n'y aurait pas de vinaigrette, ni de légumes sautés et même de frites. Mais d'où vient l'huile végétale? C'est une matière grasse extraite de certaines plantes, comme le maïs, le tournesol et le soya. L'huile est tirée des fruits ou des graines des végétaux grâce à différentes méthodes, entre autres le pressage à froid. Tout commence par des fruits ou des graines, dans ce cas-ci des graines de tournesol noir. Le pressage à froid produit moins d'huile que d'autres méthodes d'extraction. Alors en général, seules les petites compagnies spécialisées y ont recours. Les grands fabricants d'huile végétale emploient plutôt des solvants, ainsi que des presses à haute pression et haute vitesse. Cette méthode est plus productive, mais elle génère aussi de la chaleur, ce qui a pour effet d'assombrir l'huile en plus de réduire sa saveur et sa valeur nutritive. Les graines entières, les écales y compris, vont passer dans une presse à basse pression. On maintient la température intérieure sous les 40 degrés Celsius, d'où le terme « presser à froid ». L'opérateur de la presse doit surveiller et ajuster la vitesse, la pression et la température. Le mécanisme de la presse à vis est composé de plusieurs sections. On peut ainsi raccourcir ou rallonger son envergure selon le type de graines que l'on broie, en allouant plus ou moins d'espace pour les graines dans l'appareil. En moyenne, les graines passent par la presse à raison de 100 kg à l'heure, ce qui donne 38 litres d'huile. Un faible volume, mais une grande qualité. Le résidu de graines qu'on appelle le tourteau est ensuite vendu comme aliment pour les animaux. Ces gâteaux de résidus jouent un rôle clé dans le contrôle de la température. Si les tourteaux sont trop chauds, cela indique que la chaleur monte et qu'il faut ouvrir l'embout afin de diminuer la pression intérieure et d'abaisser la température. Une fois l'huile extraite, on la pompe dans un système de filtration. L'usine filtre 100 litres d'huile à l'heure. Ces filtres à tissu laissent l'huile couler librement, mais ils retiennent les résidus de graines. On filtre l'huile ainsi jusqu'à ce qu'elle soit claire. Il faut beaucoup d'expérience et de savoir-faire pour maîtriser l'art du pressage à froid. Mais l'huile qu'on produit est plus goûteuse et meilleure pour la santé. Les huiles pressées à froid, faites à partir d'autres graines, présentent différents défis de production. Les graines de lin et de chanvre sont extrêmement sensibles à la chaleur, si bien qu'on doit refroidir la machine durant le processus pour évacuer la chaleur créée par la pression. Le colza, par contre, supporte très bien la chaleur, tout comme le sésame d'ailleurs. Les huiles végétales naturelles qui ne contiennent pas d'agents de conservation doivent être traitées avec soin parce que l'exposition à l'air les ferait rancir prématurément.
Le plastique n'étant pas étanche, on embouteille ces huiles dans le verre. Le verre opaque bloque l'autre ennemi de l'huile, la lumière. On scelle les bouteilles avec un bouchon verseur. Sans agent de conservation, les huiles de tournesol, de colza et de sésame se gardent pendant 18 mois. Les huiles de graines de lin et de chanvre doivent être réfrigérées. Et même au froid, elles ne durent que quelques mois. Pas besoin d'être un castor bricoleur pour garder quelques outils manuels à la maison. Même ceux qui ne sont pas très doués pour la rénovation gardent une paire de pinces ou un tournevis dans un tiroir en quelque part. Mais c'est toujours quand on a quelque chose à réparer qu'on n'arrive jamais à les trouver. De quoi nous rendre complètement marteau. Tous les tournevis et les ciseaux ont un manche. Cette usine façonne des manches d'acétate, une résine synthétique. Ces barres d'acétate de 2 mètres de long existent en une variété de couleurs, de formes différentes. On insère les barres dans une machine qui les passe dans un tour. À l'intérieur du tour, un couteau automatisé taille les manches en arrondissant ce qui sera le bout du manche. Puis, il sculpte l'autre extrémité. Ensuite, une perceuse pratique la fente dans laquelle on insérera la lame. Tout cela se fait en quelques secondes. Les manches arrivent au trempage. Lorsqu'il est taillé, l'acétate devient dur et opaque. Cette machine le trempe donc dans un solvant appelé acétone. Cela lui redonnera sa translucidité et son éclat, en plus d'éliminer les rognures d'acétate collées aux extrémités. Voici à quoi ressemblent les manches avant le bain d'acétone. Et voici à quoi il ressemble après. Les manches sont séchées pendant qu'elles se dirigent vers le prochain arrêt de la chaîne de fabrication, l'impression. La presse à estampe à chaud fonctionne avec un ruban encreur. Elle applique 25 kg de pression pour graver le code de produit et la marque du fabricant sur le manche à une chaleur d'environ 70 degrés Celsius pour transférer l'encre du ruban au lettrage gravé. Les manches sont maintenant terminées et il est temps d'insérer les lames, dans ce cas-ci, des tournevis à tête étoilée. Les lames sont faites d'acier au carbone. Un appareil automatisé les loge dans le manche en appliquant à peu près 36 kg de pression. On insère manuellement les lames des ciseaux à bois afin de protéger leur arête affûtée. On coiffe le manche d'un capuchon de métal pour donner aux ciseaux plus de puissance de frappe. Un autre outil couramment utilisé est l'équerre à gypse, également connu sous le nom d'équerre de charpentier. On découpe 2 bandes d'aluminium. Puis, on applique le marquage par sérigraphie. Ensuite, au moyen d'une plieuse, on rabat l'extrémité supérieure de la pièce pour former la partie horizontale du T. Cela permettra d'accrocher l'outil au rebord d'un panneau de gypse. Enfin, on fixe les 2 pièces ensemble avec des rivets. L'équerre est terminée. Les usines peuvent modifier la taille des outils qu'elles fabriquent pour répondre aux besoins de leurs clients.
Les tournevis standards possèdent un manche de 9 à 11 cm et une lame de 4 à 20 cm. Tandis que les tournevis tronqués sont munis de manches courts qui permettent d'atteindre les menus recoins. Il y a aussi les petits tournevis de poche et les tournevis micrométriques destinés aux bijoutiers et aux techniciens en électronique. On peut donc affirmer sans hésitation qu'il existe un outil approprié pour chaque tâche. On les utilise pour appliquer du maquillage, mais aussi pour nettoyer la poussière dans les petits coins. Alors, vous avez la puce à l'oreille, c'est le coton-tige, bien sûr, que l'on peut utiliser pour toutes sortes de choses, sauf pour se nettoyer le conduit auditif, justement, ce qui est défendu par les médecins. En 1926, Leo Gerstenzang, un Américain d'origine polonaise, invente les cotons-tiges. L'idée lui vient en regardant sa femme nettoyer les oreilles de leur bébé avec un cure-dent pointu coiffé d'un bout de coton. Léo décide de concevoir un objet moins dangereux. Il prend un bâtonnet de bois plus épais, puis fixe solidement le coton aux deux extrémités pour éviter qu'il se décolle et reste coincé dans l'oreille. Et par la suite, Leo Gerstenzang lance son invention sur le marché sous le nom de Baby Gaze. Les fabricants de coton-tige ont plus d'une corde à leur arc. Plusieurs produisent aussi des tampons démaquillants. Les deux produits sont faits de coton blanchi. Le coton passe d'abord par une machine appelée chargeuse, puis dans un autre appareil qu'on nomme ouvreuse, qui sépare les fibres de coton en déchiquetant les balles. Prochain arrêt, la cardeuse. Ces énormes rouleaux peignent les fibres de coton. Et ensuite, guidés par les capteurs de poids, elles génèrent un ruban de coton d'une épaisseur uniforme, un voile. Ce voile est maintenant prêt à être transformé en coton-tige ou en tampon démaquillant. Pour fabriquer des tampons, on superpose plusieurs couches de voile. Le nombre précis de voiles est hautement confidentiel, tout comme la quantité de pression qu'on applique pour comprimer ces voiles. La recette secrète des couches de voile et de quantité de pression est ce qui détermine le poids d'un tampon. Plus son poids est élevé, plus le tampon est épais et donc de bonne qualité. Une fois comprimées, les couches de voile passent par la déchireuse. Celle-ci divise le rouleau en plusieurs unités plus étroites. Ensuite, on imprime un motif matelassé sur chacun de ces petits rouleaux pour des raisons purement esthétiques. Enfin, on coupe les tampons à l'aide d'un poinçon de perforation. Dans ce lot en particulier, chaque tampon pèse en moyenne 0,7 g. L'usine peut produire des tampons d'un poids donné selon les exigences du client. Les tampons démaquillants sont prêts à être emballés. Aujourd'hui, le client veut des paquets de 100. La lumière bleue indique aux employés où se trouve la marque des 100 unités. Pour façonner des cotons-tiges, on sépare le voile initial en 4 voiles plus étroits, chacun d'eux pesant 1,5 g par mètre. Chaque voile étroit passe dans un tuyau en entonnoir qui arrondit sa forme aplatie. Puis, il s'enroule en cylindre. La machine prend alors 2 brins de coton à partir de barils différents qu'elle achemine à chaque bout du bâtonnet. De même que pour les tampons démaquillants, la quantité de coton par bâtonnet varie selon les exigences du client. La chargeuse prépare les bâtonnets.
Puis, et comme on le voit ici au ralenti, la machine taille 2 morceaux du brin de coton qu'elle enroule simultanément à chaque bout du bâtonnet. Tout juste avant, un dispositif chauffant a fait fondre chaque extrémité du bâtonnet de plastique afin que le coton puisse y adhérer. Lorsqu'il s'agit de bâtonnets de bois ou de carton, on fixe le coton avec de la colle. Quand les cotons-tiges sont achevés, on les vaporise avec une solution antibactérienne. Voyons le tout au ralenti. Et maintenant, à la vitesse normale, 2000 cotons-tiges à la minute. Des capteurs détectent les cotons-tiges défectueux et les rejettent automatiquement de la chaîne de montage. Vous remarquerez un espace vide de temps à autre. Enfin, un bras robotisé saisit le nombre exact de cotons-tiges par boîte, toujours selon les exigences de chaque client et les emballe. Le laboratoire de la compagnie effectue des vérifications ponctuelles sur les cotons-tiges pour s'assurer que la solution antibactérienne remplit sa fonction et que les produits sont stériles. Vous serez d'accord avec moi, il faut déployer beaucoup d'ingéniosité pour fabriquer des objets aussi simples. J'espère que l'émission d'aujourd'hui a pu satisfaire votre curiosité quant à la fabrication de ces quelques objets. Ici Jean-Luc Brassard qui vous donne un rendez-vous pour le prochain épisode de Comment c'est fait. Si vous avez des commentaires à formuler sur cette émission ou désirez soumettre des idées de sujets, communiquez avec nous au www.commentcestfait.com. Restez à l'écoute pour True Calling à cette télé. Il suffit d'une simple réaction en chaîne pour provoquer les pires tragédies. Et après le choc, ceux qui restent se posent l'inévitable question. Pourquoi est-ce arrivé? Autopsie d'un désastre. Aujourd'hui, 9h à Z Télé.